président de la République, Alassane Ouattara, est en visite depuis cet après-midi au Nigeria. Une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État sera élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de Kaduna. L'UNESCO a désormais une représentation à Abidjan. Le bureau a été inauguré ce matin, une cérémonie présidée par la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Et puis les Jeux de la francophonie en France, en basket, les Ivoiriennes se signalent de plus belle manière. Elles sont en finale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder le journal du RTI1. Je vous l'annonçais, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a désormais une représentation à Abidjan. Le bureau a été inauguré ce matin. Une cérémonie présidée donc par la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, qui est avec nous sur ce plateau. Avec elle, nous parlerons justement des retombées de ce retour du bureau à Abidjan. Ce sera donc dans quelques instants. En attendant, direction le Nigeria, le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite depuis cet après-midi. Une visite de travail et d'amitié à son homologue nigérian, Goodluck Jonathan. Pendant son séjour, le président ivoirien sera élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de Kaduna, une distinction après celle reçue le 9 mars dernier au Bénin. Le chef de l'État ivoirien avait été fait docteur honoris causa de l'université d'Abomey-Calavi. Et je vous propose maintenant d'écouter le président de la République à son arrivée cet après-midi à Abuja. Je suis à Abuja pour avoir des entretiens avec le président de la République fédérale du Nigeria, le président Goodluck Jonathan, sur les questions bilatérales, les questions relatives à la CEDEAO, notamment au prochain sommet de la CEDEAO sur l'intégration qui aura lieu à Dakar le 25 octobre. Et je suis là également à son invitation pour être honoré comme docteur honoris causa à l'Académie militaire de Kaduna. Je me réjouis à l'avance des entretiens fructueux que j'aurai avec mon frère ami Goodluck Jonathan. Et le président de la République, sachez-le, sera en visite demain au Togo pour des entretiens avec son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Le chef de l'État regagnera Abidjan après-demain dimanche 15 septembre. Avant son départ pour le Nigeria cet après-midi, le chef de l'État a reçu l'ensemble du corps préfectoral au palais présidentiel ici à Abidjan, une rencontre au cours de laquelle il a salué le rôle important joué par ce corps dans le processus de normalisation de la Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale. On en sait plus avec Jérôme Kofi Abolin. Première rencontre du chef de l'État, Alassane Ouattara, avec le corps préfectoral depuis son accession à la magistrature suprême. Elle s'inscrit dans le cadre des échanges entre le président de la République et les grands corps de l'État. Une occasion pour le porte-parole des préfets, des secrétaires généraux de préfecture et des sous-préfets de réaffirmer l'engagement du corps préfectoral à toujours œuvrer pour le bon fonctionnement de l'administration sur toute l'étendue du territoire national. Les membres du corps préfectoral restent déterminés à apporter leur contribution à la réconciliation des filles et des fils de ce pays, effort tendant à recoudre le tissu social fortement entamé, à la réhabilitation et à la reconstruction du pays. C'est un combat noble auquel ils ne se déroberont point, parce que c'est leur vocation, parce que c'est leur devoir. Évoquant toutefois des difficultés, le préfet Koné Aka a sollicité plus de soutien pour permettre au corps préfectoral de travailler à faire face notamment aux problèmes d'infrastructure, de sécurité et d'emploi des jeunes, sans oublier la cherté de la vie. Avant lui, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a insisté entre autres sur le déficit d'équipements, de bureaux et de résidences, ainsi que des moyens de mobilité, comme un obstacle au fonctionnement de l'administration. Le tableau de l'administration préfectorale, à votre accession au pouvoir, présentait des zones d'ombre, conséquence de plus d'une décennie de relâchement aggravée par la crise post-électorale de 2010, tant du point de vue
des conditions de travail que de la gestion des carrières. Cet environnement des plus inadaptés a eu pour conséquence de réduire l'efficacité de l'administration. Pour le président Alassane Ouattara, des difficultés évoquées par le corps préfectoral ne peuvent pas être des problèmes sans solution. Je suis pleinement conscient des difficultés de tous ordres auxquelles vous êtes confrontés dans l'accomplissement de vos missions. Soyez assurés de mon engagement total pour la restauration et le renforcement de l'autorité de l'État que vous incarnez. Nous nous emploierons à redynamiser le corps préfectoral pour en faire une institution efficace, dotée des moyens nécessaires et en mesure de faire rayonner l'autorité de l'État dans toutes les régions du pays. Puis, encourageant les membres du corps préfectoral dans leur engagement pour un État fort, le président de la République a dit vouloir compter sur eux pour une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de paix. Toute chose qui, selon le chef de l'État, permettra de faire face efficacement aux problèmes d'emploi des jeunes et au quotidien de tous les Ivoiriens. Et ils peuvent pousser un ouf de soulagement avec ces dons du président de la République. Le corps préfectoral et la police nationale viennent de recevoir 54 véhicules de type 4x4, un équipement qui va améliorer leurs conditions de travail. C'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a procédé à la remise de ces dons aujourd'hui. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a désormais une représentation en Côte d'Ivoire. Le bureau a été inauguré ce matin. Une cérémonie présidée par la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, qui est à Abidjan depuis hier. Le reportage du Guy Vebli. Le bureau de l'UNESCO à Abidjan, inauguré cette fin de semaine, marque, dira le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, une page nouvelle dans l'histoire de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le Premier ministre a salué avec joie un grand point de convergence qui permettra d'accueillir toutes les intelligences de toutes disciplines afin d'aider le pays à relever les nombreux défis qui l'attendent. La solennité de l'acte historique qui est posé aujourd'hui me réjouit particulièrement et me donne l'occasion de rendre un hommage déférent au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont l'engagement personnel, la politique d'ouverture et la recherche constante du bien-être de ses concitoyens ont fortement permis le retour du bureau UNESCO d'Abidjan. L'inauguration de ce bureau à Abidjan, ajoutée au retour en cours de la Banque africaine de développement, constitue des signes et des preuves les plus tangibles du retour de la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. La création du bureau de l'UNESCO à Abidjan, décidée l'année dernière avec le président de la République Alassane Ouattara, obéit, selon la directrice générale de l'institution, à la volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire pour consolider la paix et le développement. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a souhaité que le bureau d'Abidjan devienne un lieu de dialogue, un lieu d'échange pour fédérer les énergies et agir au service de la Côte d'Ivoire, pays dont l'engagement pour la culture de la paix est depuis bien longtemps salué par l'institution, qui a d'ailleurs dédié un prix à son premier président, Félix Houphouët-Boigny, pour son engagement en faveur de la paix dans le monde. Et ajouter que c'est en 1996 que la représentation de l'UNESCO à Abidjan avait délocalisé son bureau à Accra, au Ghana, justement pour parler de ce retour, notamment des retombées pour la Côte d'Ivoire. Nous avons avec nous la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors, 16 ans après sa délocalisation à Accra, qu'est-ce qui a milité en faveur du retour du bureau à Abidjan? Je crois que pour nous, la Côte d'Ivoire a toujours été un pays extrêmement important, lié avec certaines idées qui guident notre organisation toujours. Je parle de la culture de la paix qui était née à Yamoussoukro, inspirée par les idées de votre premier président, Félix Houphouët-Boigny. Vous avez évoqué aussi que nous avons toujours un prix pour la recherche de la paix. Et ce n'était pas par hasard qu'après les difficultés, après la crise post-électorale, nous avons senti une solidarité de soutenir cette recherche de la paix, de la réconciliation,
parce que l'UNESCO a été créé exactement pour construire les défenses de la paix dans les esprits des hommes et des femmes. Et à travers toute notre activité, le soutien dans le domaine de l'éducation, la culture, les sciences et communications, nous voulons soutenir cette ambition qui aussi ajoute, je dirais, à une autre ambition très justifiée, c'est que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent jusqu'en 2020. Alors, voilà. Donc, il y a des retombées pour la Côte d'Ivoire avec ce retour de la représentation à Abidjan. Est-ce qu'on peut avoir une idée des retombées? Que gagne la Côte d'Ivoire avec ce retour? Oui, je pense qu'on va avoir beaucoup de projets, beaucoup de liens. Nous avons déjà travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale, avec Madame la ministre. J'ai des relations excellentes. Notre bureau ici va soutenir davantage avec, comme j'ai dit, des projets concrets. Effectivement, aujourd'hui, on a lancé un tel projet pour la formation des enseignants avec le soutien de la République populaire de Chine. Comment on peut utiliser de nouvelles technologies pour avoir une formation à distance, parfois, dans les zones qui sont lointaines. J'ai participé dans une belle cérémonie dédiée à la Journée internationale d'alphabétisation. Nous soutenons aussi avec beaucoup, je dirais, de conviction ces efforts. Et en général, avoir un système éducatif de qualité, donner la possibilité à chaque femme, à chaque homme d'avoir une éducation tout au long de sa vie, c'est notre but. Et je crois qu'avec l'établissement de ce bureau, nous pouvons être beaucoup plus proches de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des actions qui seront prioritaires par rapport à cette coopération Côte d'Ivoire-UNESCO? Je crois que c'est l'éducation davantage parce que on ne peut pas devenir un pays émergent sans avoir une éducation solide, une éducation de qualité. L'UNESCO, avec notre expérience, est bien évidemment au sein des Nations Unies parce que l'inauguration de ce bureau s'inscrit très bien, je crois, dans toute l'action des Nations Unies. Nous allons, avec nos partenaires, soutenir la réforme éducative et donner plus, je dirais, d'impact sur la qualité de l'éducation. Nous mettons beaucoup d'accent sur l'éducation des filles, l'éducation des femmes. Je crois que ça reste aussi comme un défi. Mais nous n'avons pas à nous arrêter là. La formation professionnelle et technique, donner des compétences pertinentes à la jeunesse aussi, de participer dans la vie économique, dans la vie sociale. Et bien évidemment, nous sommes une organisation qui défend la culture. Et je sais combien la culture ici, dans votre pays, joue un rôle. On a inscrit il y a un an Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je crois que ça c'est pas seulement que ça attire un intérêt de la part des chercheurs, des historiennes, mais ça pourrait aussi créer des emplois, créer une... Donc on peut dire que des changements notables seront visibles les jours à venir avec ce bureau à Abidjan. Oui. Quels sont ces changements selon vous, Madame la directrice? Mais je crois que le bureau nous donnera beaucoup plus de possibilités de travailler avec, je dirais, des partenaires très larges ici et aussi d'utiliser toute notre expérience. L'UNESCO, c'est une grande plateforme de coopération internationale, des bonnes pratiques, de travailler avec les bailleurs de fonds, d'attirer aussi, je dirais, les intellectuels, les universitaires, les experts. Et j'espère bien qu'il aura aussi un impact très positif sur, je dirais encore une fois, l'agenda ambitieux mais très justifié de son Excellence le Président de la République, Hassan Ouattara, et le gouvernement. Alors, Madame la directrice, on va regarder cet élément. Je sais que l'alphabétisation fait partie aussi des priorités au niveau de l'UNESCO. Et la journée a été célébrée, la 48e journée. Nous allons suivre, c'est un reportage de Patricia Omouetia. Sidonie, 50 ans, passe au CM1. Et Mariam, 19 ans, au CM1 également. Ces femmes ne se connaissent pas. Et pourtant, elles ont un point commun. Elles sont toutes deux des apprenantes. C'est ainsi qu'on appelle les personnes qui suivent des cours d'alphabétisation. J'ai fait CM1. Au moment où je devrais aller au CM2, mais à cause des enfants,
Non, j'ai arrêté ça un peu. Je sais écrire un peu, je sais lire un peu. Mais comme je suis âgé, il y a trop de problèmes, donc il y a les mots que j'ai oubliés, mais à ce qui est sûr, je connais un peu. Aujourd'hui, je passe en CM1. En tout cas, ça me plaît, j'aime ça. L'alphabétisation nous a aidés aujourd'hui de réaliser aussi nos rêves. Comme Sidonie et Mariam, plusieurs apprenantes sont venues célébrer la 48e journée internationale de l'alphabétisation. 51% de la population ivoirienne âgée de 15 à 45 ans est touchée par l'analphabétisme. Le taux a réduit, nous étions à 63%. Nous sommes maintenant à 51% et l'objectif c'est d'être à 35% d'ici 2020. 57 millions d'enfants et 69 millions d'adolescents sont exclus de l'école. Taux d'analphabétisme constaté en Afrique subsaharienne. Ici, en Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme de la population active est de 62% pour les femmes et 40% pour les hommes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec leur effet désastreux sur l'emploi, la santé, le développement, le plein épanouissement des individus. Pour la ministre de la Solidarité et de l'Éducation nationale, les efforts entrepris pour lutter contre l'analphabétisme d'ici 2020 devraient connaître un succès. Représentant la première dame, marraine de la cérémonie, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté fonde l'espoir de gagner la bataille contre la lutte de l'analphabétisme pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. Alors, Madame la directrice, le prix international de l'alphabétisation 2013 a été décerné à une ONG ivoirienne. Alors, pour nous séparer, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs l'importance de l'alphabétisation? Tout d'abord, je dois féliciter les organisateurs de cette célébration aujourd'hui, en commençant par la première dame, la marraine de cette journée, et Madame la ministre de l'Éducation nationale et l'enseignement technique, et Madame la ministre de la Solidarité des femmes et des enfants. Je crois que c'était une vraie mobilisation. C'était pas seulement une fête, mais il y avait des témoignages très émouvants. Je me souviens d'un de ces témoignages qui disait qu'être analphabète, c'est comme si habiter dans une chambre sans lumière. Et je crois que l'ambition de réduire le taux d'analphabètes ici, dans le pays, de presque 50% jusqu'à 37%, comme c'était exprimé aujourd'hui, c'est possible, c'est important, et nous allons appuyer avec toute notre conviction cette ambition, parce que je crois que ça empêche beaucoup le développement économique du pays et la cohésion sociale. Ça donnera beaucoup plus de possibilités des femmes et des hommes de trouver leur place dans votre société. Merci beaucoup, Madame Irina Bokouva, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'UNESCO. Oui, merci à vous, Madame, de m'avoir invitée. La rentrée scolaire 2013-2014 en Côte d'Ivoire est fixée au lundi 16 septembre 2013. Une rentrée qui se prépare activement, notamment par des femmes chefs d'établissement qui sont décidées à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette rentrée. On en parle avec Victorine Yaoyopoui. Les femmes chefs d'établissement secondaire veulent marquer de leur empreinte l'année scolaire 2013-2014. Elles ont décidé pour ce faire de renforcer leurs capacités en matière de politique éducative. Formation assurée par l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. Nous voulons, avec cette quinzaine d'inspecteurs que nous rencontrons, un groupe chargé de la pédagogie et l'autre de la vie scolaire, savoir ce que l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique attend des chefs d'établissement que nous sommes pour une gestion optimale des structures scolaires que nous dirigeons. Les résultats des examens à grand tirage de l'année scolaire écoulée ont été meilleurs par rapport à ceux des années précédentes. Avec ce type de formation, formateurs et auditrices pensent que les résultats de la session 2013-2014 pourraient être encore meilleurs. Nous avons parlé avec eux donc de quelques dispositions qu'elles devraient donc pouvoir prendre en tant que chef d'établissement pour aller à un meilleur pilotage de leurs établissements, à une meilleure gestion, tant vis-à-vis des élèves que des personnels enseignants. Qu'elles gèrent véritablement leurs établissements au plan pédagogique. Qu'elles aient des rencontres régulières avec les enseignants. Ce qui cadre bien avec la volonté du gouvernement de faire de l'école ivoirienne une école d'excellence.
Le taux de prévalence du VIH-Sida a baissé. Il est passé de 4,7 à 3,7%. Mais pour le gouvernement ivoirien, les efforts doivent se poursuivre dans la lutte contre la pandémie. Alors, pour renforcer la lutte et atteindre les objectifs, le gouvernement apporte son soutien à un projet dénommé Opéra. C'est un projet français dont l'objectif est d'améliorer la prise en charge des malades du sida. Le reportage de Norina Ngori. En plus de l'amélioration du suivi des personnes vivant avec le VIH, le projet pilote OPP ERA Esther va faciliter l'accès aux tests de mesure de la charge virale et du diagnostic de l'infection du VIH chez le nouveau-né, un examen indispensable pour suivre l'efficacité des traitements antiviraux. Un projet qui vient à point quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 3,7% et que 100 000 personnes sont sous traitement antirétroviraux, dont 10 000 enfants, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ce projet pourra améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, surtout pour la prise en charge virale. Vraiment, je dis merci à OPP-ERA pour la convention qu'elle vient de signer avec la Côte d'Ivoire. Pour Yves Ranguin, directeur exécutif d'Esther, ce projet est une révolution technique dans la stratégie de lutte contre la pandémie du VIH-Sida. Ce qui est important, c'est que ces technologies innovantes sont aujourd'hui jugées nécessaires par l'OMS, par la communauté médicale et par la communauté des patients pour assurer un suivi optimal de l'infection à VIH. Le projet Esther OPP vient booster la stratégie de lutte contre le VIH-Sida mise en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire de l'année 2011 à 2015. Avec le lancement du projet Opéra, ce sont des perspectives nouvelles pour la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire et surtout donner de l'espoir à tous nos malades. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, s'est engagé personnellement dans la lutte contre le VIH-Sida. Il a donc dernièrement, sur proposition de l'ONU-SIDA, parmi les 10 présidents sélectionnés, il a accepté d'être un des champions de la lutte contre cette pandémie. Et par rapport à cela, il nous a octroyé un montant substantiel d'appui pour le Fonds mondial de lutte contre le sida. OPP ERA Esther, une initiative louable quand on sait que le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété l'année 2013 année de la santé. Le projet Opéra, projet français qui vise l'amélioration de la prise en charge des malades du sida, est soutenu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le chef du gouvernement s'est donc rendu à la résidence de France à Abidjan pour exprimer son soutien à ce projet. Le projet Opéra, sachez-le, met l'accent sur la prise en charge des malades du sida et le dépistage. Et ce communiqué du Conseil national de la presse, le collège des conseillers du Conseil national de la presse délibérant en sa session ordinaire le jeudi 5 septembre 2013 a infligé une sanction pécuniaire à l'entreprise de presse SAEI, éditrice du quotidien Le Jour Plus, et suspendu d'écriture le journaliste Traoré Abou pour une durée de 3 mois avec retrait subséquent de sa carte d'identité des journalistes professionnels. Des faits, il ressort que dans son édition du lundi 15 septembre 2013, sous la plume du journaliste Traoré Abou, le quotidien Le Jour Plus a publié l'acte 1 d'une enquête intitulée « Détournement, délit d'initié, vente de biens de l'État sur les traces des milliards volés par Gbagbo et son épouse, maisons, comptes bancaires, placements d'argent, leurs richesses à travers le monde ». Que le CNP a observé des similitudes entre cette enquête et une autre parue sous la plume de M. Atta Doumbia dans l'édition du samedi 22 au dimanche 23 janvier 2011 du quotidien Le Nouveau Réveil sous le titre « Document exclusif ». Ils ont amassé une incroyable fortune en 10 ans à la tête de l'État. Gbagbo et Simone fêtent leurs milliards en dansant, tout sur leur compte et leur château aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Qu'après vérification, il a été donné au CNP de constater que le quotidien Le Jour Plus avait reproduit l'enquête du quotidien Le Nouveau Réveil, que le journaliste Traoré Abou s'est fait passer pour l'auteur original d'un article qui n'est rien d'autre qu'une copie.
L'entreprise de presse SAEI ainsi que le journaliste Traoré Abou disposent chacun en ce qui le concerne d'un délai de 30 jours pour saisir la juridiction administrative compétente. La traque au taxi banalisé dans le district d'Abidjan est une initiative, vous le savez, du gouvernement pour assainir le milieu du transport. L'opération démarrée depuis quelques jours est soutenue par des acteurs du transport qui viennent de tenir une réunion à Ayaman. On en parle avec Léon Pro. La traque au taxi banalisé non en règle en cours dans le district d'Abidjan, saluée par les propriétaires et conducteurs de taxi compteurs. Pour eux, cette opération marque le début de l'application des mesures du gouvernement pour assainir le milieu du transport, mesure dont la prise a permis la levée en août dernier du mot d'ordre de grève des transporteurs. Il remercie donc le chef de l'État et son gouvernement, en particulier les ministres en charge du transport, de la sécurité, de la défense et de l'économie. Pour leur implication à différents degrés dans les recherches de solutions à nos problèmes. Nous remercions et soutenons particulièrement les actions du ministre Gaussou Touré pour trouver une solution définitive. Enfin, nous demandons à tous nos camarades de tout faire pour combler le vide laissé par les taxis banalisés. L'association des propriétaires et conducteurs de taxis compteurs remercie également l'intersyndicale pour son engagement dans la quête de solutions aux problèmes du secteur du transport. Elle invite toutefois l'ensemble des acteurs à la retenue pour soutenir les actions du gouvernement, actions dont l'aboutissement devrait permettre de satisfaire à la fois usagers et professionnels du transport. Le départ des candidats ivoiriens au Hajj se précise. Le premier vol est annoncé pour le 20 septembre prochain. L'information a été donnée aujourd'hui par les responsables en charge de l'organisation de ce Hajj, Mamadou Kwasi. Le vendredi 20 septembre prochain, les premiers Ivoiriens candidats au Hajj 2013 s'envoleront pour la Terre Sainte en Arabie Saoudite. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse par les responsables en charge de l'organisation du pèlerinage musulman. Selon le directeur général des cultes, Bomba Messemba, 2312 passeports ont été déjà visés et 2020 autres sont en attente d'ici la fin de la semaine. Il rassure que les 4510 futurs pèlerins inscrits au compte de l'État de Côte d'Ivoire recevront tous leurs documents dans les délais indiqués. Pour le commissaire du Hajj, toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de la présente édition. Il annonce des innovations, notamment le choix des grandes mosquées de Juliasville et de la Riviera Golf comme lieu de rassemblement, ainsi que l'encadrement de proximité. À côté du pèlerin se trouve, chaque groupe de 43 pèlerins se trouve un encadreur religieux guide qui va dormir avec lui, qui partagera avec lui ses angoisses et surtout qui va l'encadrer au plan culturel et ensuite lui donner tous les conseils pour que son pèlerinage soit un pèlerinage réussi. Nous avons, j'ai dit, un infocentre qui va fonctionner de 8h à 22h et je vais vous donner donc le contact 01 55 75 75. Au total, ce sont 5600 candidats ivoiriens, dont 1090 pris en charge par les structures privées, qui seront cette année au rendez-vous annuel en Terre Sainte. Direction la France pour parler des Jeux de la francophonie. Un Ivoirien vient d'offrir à la Côte d'Ivoire une médaille d'or. Voici la trouvaille qui a convaincu le jury du concours de création écologique. Le vermicompost de la Côte d'Ivoire, c'est de l'engrais obtenu à partir d'un mélange du coq de cacao et des vers de terre. Une recherche scientifique qui a attiré l'attention des jurys et qui a donné l'or à la Côte d'Ivoire. Je suis tellement émue, les mots me manquent. Et vraiment, merci, merci, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Et je sais qu'avec ce vermicompost de coque de cacao, on va booster vraiment beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Le vermicompost, une trouvaille ivoirienne qui a désormais besoin d'être soutenue. Le jury des 7e Jeux de la francophonie au niveau écologique a trouvé que ce projet est un projet important. Il appartient maintenant à la Côte d'Ivoire, à l'État, au gouvernement, mais également aux bailleurs, aux opérateurs économiques d'utiliser ce produit biologique naturel.
c'est important qu'à partir de maintenant, que l'État ivoirien vraiment s'implique sérieusement au niveau donc, de ces jeunes-là et apporte un encadrement sérieux. Et je pense que nous allons pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc il faut pouvoir apporter des solutions rapides pour accompagner ces jeunes-là. Je pense que le président comprend bien cela et maintenant il faut que ce soit réellement accompagné. Le vermicompost, une trouvaille qui viendra soulager le monde agricole. Et les Ivoiriennes font fort dans ce jeu de la francophonie. Après la France, l'équipe nationale s'est au fait le Canada en demi-finale. Elles permettent ainsi à la Côte d'Ivoire d'être en finale. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention.